Lundi 17 février 2020, il est 22h à Dembakane et à Hamadi Hounari, c'est dans le département de Kanel, le journal. Mort suspecte de Habiboulaye Kamara dit Kamou à Louga. La famille du jeune talibé réclame toute la lumière après les déclarations du défunt décédé à l'hôpital. Son maître coranique est indexé. Ma fille n'a jamais été retrouvée dans une auberge. Mam Maktar Gueye dément le chef du bureau des relations publiques de la police nationale. Fatou Bintou Gueye et la dame qui l'a retrouvée ont été auditionnés pendant plus de 11 heures ce lundi. Marche pacifique vers le palais présidentiel. Les cheminots de Thiès en colère plaident pour le redémarrage des activités de la société Dakar-Bamako ferroviaire. Coupe arabe junior de football. Les Lionceaux U20 affrontent les Émirats arabes unis. Rencontre prévue demain mardi à 18h à Riyad en Arabie Saoudite. La page des sports, ce sera avec Seydou Nourouba. Le tour du web, Oumar Bow. Nous serons en classe avec El Hadji Ndiogou Diène. Bonne santé Salimata Aou. La chronique du lundi, Abdoulaye Sissé. L'invité du soir, Maître Atab Boudjabi, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de la justice. Un nouveau syndicat né d'une scission du Sud-Justice. Entretien avec Pape Bess Diba sur les raisons de la création de ce syndicat et les défis à relever. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Dans un court instant, le développement. La présentation à la technique Abdou Cham. Mesdames et messieurs, bonsoir. À Louga, la mort tragique de Habiboulaye Kamara dit Kamou crée la polémique. La famille du talibé réclame justice puisqu'avant de rendre l'âme, le jeune garçon avait déclaré que c'est son maître coranique qui l'a bastonné. Le corps sans vie est attendu ce mardi à Dakar pour autopsie. La police a ouvert une enquête. Abraham Polpouy. C'est un sentiment de tristesse, de douleur et de désolation qui règne chez les parents de Habiboulaye Kamara. Alex Diouf, son oncle maternel, qui veillait sur lui, raconte les derniers instants de Habiboulaye. Avant sa mort, il a demandé d'aller aux toilettes. D'ailleurs, c'est dans les toilettes que son corps a lâché. Quand je l'ai porté, il est sorti. Ma maman l'a porté dans ses bras pour lui donner quelque chose à manger et les 2 médicaments. C'est dans les bras de sa grand-mère qu'il a rendu l'âme. Selon son oncle, Habiboulaye Kamara a fait entendre avant sa mort que c'est son maître coranique qui l'avait battu. Il a dit à ma maman que c'est son maître coranique qui l'avait battu. Quand ma maman me l'a dit, je suis venu face à face, je lui ai demandé qui t'a frappé. Il m'a dit c'est notre maître coranique. Sous le choc, le père de Kamou regrette d'avoir perdu très tôt son enfant. Aujourd'hui, ses proches demandent que justice soit faite. Si ça s'est passé réellement comme l'histoire est racontée, je demande à la justice de faire son travail. Aucun père de famille ne va accepter cela. Non. Mais non pas une intervention. Interpellés sur les faits, les responsables du Dara ne veulent pas se prononcer. La police a ouvert une enquête. Abraham Polpouy Louga, Radio Futur Média. Affaire Fatou Bintou Gueye du nom de la fille de Mam Maktar Gueye. Après plus de 11 heures d'audition, la fille est rentrée chez elle. Son père prend le contre-pied de la police et précise: ma fille n'a jamais été retrouvée dans une auberge. Elle a été retrouvée dans une famille laïenne à Yoff, clarifie le vice-président de l'ONG Jamra, El Hadji Diop. Fatou Bintou Gueye, fille de Mam Maktar Gueye, n'était pas dans une auberge. Elle a été retrouvée à Yoff, près du mausolée Seydina Limamoulaye, dans une famille laïenne, renseigne le père. Très amer, le vice-président de l'ONG Jamra réfute catégoriquement les allégations du chef de bureau des relations publiques de la police nationale, faisant état d'une géolocalisation qui aurait abouti à une auberge. C'est vers 19h samedi dernier, poursuit Mam Maktar Gueye, que la famille laïenne m'a ramené Fatou Bintou. Du coup, j'ai appelé le commissaire Bara Sangaré de la sûreté urbaine et il m'a suggéré de venir avec elle au commissariat central de Dakar. Sur place, après une brève audition, le commissaire nous a demandé de revenir lundi parce que, dit-il, Fatou Bintou n'était pas lucide et avait l'air fatigué et paniqué, d'où les versions contradictoires dans ses déclarations. Face aux enquêteurs ce lundi, lors d'une audition qui a duré plus de 11 tours d'horloge, de 10h à 21h10, Fatou Bintou Gueye ainsi que la fille qui l'aurait reçue à Yoff n'ont pas varié
appuyés dans leurs propos, leurs déclarations corroborent celles de Mame Mactar Gueye. Les Sénégalais vivant en Mauritanie réclament des cartes de séjour. Ce lundi, ils ont profité de la visite officielle du président Macky Sall chez son homologue mauritanien Mohamed Ould El Ghazouani. Nouakchott, la correspondance de Mohamed Diop. Le président Macky Sall est arrivé à 17h et quelques. Il a eu un bref tête-à-tête avec son homologue Mohamed Ould El Ghazouani. Les deux ont ensuite pris la direction du palais présidentiel, mais en passant devant l'ambassade du Sénégal. Là, il y avait une foule de Sénégalais venus accueillir le président Sall. Mais certains n'avaient pas apprécié le fait que leur président n'ait pas descendu leur serrer la main comme d'habitude. Mais pour des questions peut-être de sécurité, le président s'est contenté de lever la main en saluant la foule. Et pour son agenda, Macky Sall va dîner avec Mohamed Ould El Ghazouani avant leur réunion de travail qui aura lieu mardi. Le même mardi après-midi, le président Sall devra rencontrer la communauté sénégalaise avant de rentrer. Une communauté dont la préoccupation reste l'amélioration des conditions de séjour. Mohamed Diop, Nouakchott, RFM. Je vous le disais en titre, les cheminots de Thiès vont marcher de la capitale du rail au palais de la République. Une marche pacifique pour exiger la reprise des activités de Dakar-Bamako ferroviaire. Ils étaient à Tambacounda dans le cadre d'une tournée d'information et de sensibilisation sur le processus de relance du chemin de fer. Mambaye Tunkara, le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs du rail Sutrail, au micro de Moussa Oumar Gueye. Nous sommes venus d'abord échanger avec les travailleurs sur tout le réseau, de Tamba, de Kidira à Dakar, et les mobiliser à rester debout. Parce qu'aujourd'hui, on n'attendra pas encore longtemps pour la reprise de l'activité. Et nous allons décréter un rassemblement à Thiès, qui est la ville pilote, et marcher vers le palais pour interpeller le président de la République pour la reprise de l'activité ferroviaire. Avec le plan de sauvegarde d'urgence de Dakar-Bamako, l'administrateur a proposé un projet de reprise des activités avec un port sec à Tamba qui va accompagner le désengorgement du port. Il a actuellement réhabilité le pont de Médina Zamzam, qui est un blocage pour la reprise de l'activité. Il est actuellement en phase de location de 6 locomotives, dont 5 de ligne et 1 de manœuvre, pour qu'au moins dans les 6 prochains mois, qu'on puisse bon an là reprendre nos activités sur le trajet Dakar-Bamako. Vraiment, vous ne pouvez pas comprendre qu'on nous sommes à cette première phase de relance, qu'on veut nous mettre encore en place un projet qui va remettre en cause tout cela et même remettre en cause la déclaration du président de la République qui avait bien dit que l'activité allait reprendre dans les premiers trimestres de l'année 2020. Il est 22h passé de 8 minutes. Vous suivez le journal sur RFM. Clin d'œil à nos auditeurs de Niayes Choker. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM Soir. RFM Soir. Mamadou Amar Ndiol. À la présentation, la technique est assurée par Abdou Thiam. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. La suite du journal, la loi 2015 sur l'interdiction des sachets plastiques au Sénégal présente des insuffisances et des limites. C'est la conviction du ministre de l'Environnement et du Développement durable qui estime que c'est la raison de l'échec de son application. Toutefois, Abdou Karim Sall précise que la loi nouvelle de 2020 va être mise en œuvre dans toute sa rigueur. Un comité régional de développement s'est tenu ce matin à Kaolack, Ibrahima Djamé. La précédente loi sur l'interdiction des sachets plastiques au Sénégal comporte beaucoup de limites et d'insuffisances et son applicabilité pose également un problème. C'est pourquoi elle n'a pu donner les résultats attendus. Abdou Karim Sall, ministre de l'Environnement, étale les raisons de son échec. La première, c'est que le périmètre d'interdiction était tellement réduit qu'on laissait en rade beaucoup de plastique ou de sachets plastiques qui n'étaient pas concernés par la loi. Et la deuxième difficulté, c'est que les plastiques qui étaient interdits, c'était des plastiques inférieurs à 30 microns. La nouvelle loi pour laquelle se servait de lancement de la campagne de sensibilisation et d'information a été tenue tient compte de toutes ces insuffisances et va plus loin. C'est pourquoi la nouvelle loi introduit des innovations telles que l'interdiction totale des sachets plastiques à usage unique, l'interdiction totale des sachets plastiques sortis de caisse, l'interdiction totale des sachets d'eau, des gobelets, des pailles,
des assiettes à jeter. Ainsi, cette nouvelle loi qui va entrer en vigueur à partir du mois d'avril prochain comporte des sanctions relatives à des amendes et à des peines d'emprisonnement. Avec elle, rien ne sera plus comme avant, assure le ministre. Je vous garantis que cette loi nous permettra de nous débarrasser définitivement du plastique au Sénégal. Je vous garantis que cette loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Au Sénégal, au moins 200 000 tonnes de déchets plastiques sont produites chaque année et la région de Dakar remporte la palme avec 1500 tonnes par jour. Ibrahim Djamé Kaulak, Radio Futur Média. Merci Ibrahim Djamé. 93.9, c'est la fréquence de RFM à Kaulak, la capitale du Saloum. Lutte contre le chômage. 440 jeunes du département de Dagana ont subi une formation en horticulture, transformation de fruits et légumes et en énergie solaire. Après 6 mois, ces apprenants vont recevoir des diplômes d'État et un certificat de spécialisation, une initiative du ministère de la formation professionnelle en collaboration avec le centre de formation de Dagana. Mamadou Diagne. Ils sont 440 jeunes à suivre cette formation sur 3 filières que sont l'horticulture, la transformation et les énergies solaires. Une session de formation de 6 mois qui vient en son heure selon Pape Malick Gaye, inspecteur de l'enseignement technique et superviseur de la formation. C'est une formation qui est venue à l'heure parce que j'ai vu que beaucoup de jeunes également se disent qu'ils n'ont rien et ils ne travaillent pas. C'est parce que tout simplement ils n'ont pas une qualification professionnelle. S'ils ont une qualification professionnelle, le travail est là. Comme je vous ai dit, dans les entreprises, ils peuvent travailler en créant leur propre entreprise. Donc ça favorise l'insertion, ça favorise également l'emploi et l'habitude des jeunes. En effet, elle est bien appréciée par les apprenants comme Aminata Diallo et Pape Sambondoy, respectivement élèves en transformation fruits et légumes et en horticulture. Ces derniers rencontrent tout de même quelques difficultés. Notre formateur aussi, ils sont bien formés et bien éduqués. Ils nous forment bien et ils nous apprennent bien les choses. En sortant de cette formation, nous pouvons nous-mêmes booster à notre propre entreprise, faire notre propre économie. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes participés à cette formation. La formation, quand même, il y a eu des difficultés. Pour nous, qui quittent Richard Toll ou bien Rosso pour venir ici, ils prennent en charge leur transport. Mais quand même, c'est bien passé parce qu'on a eu la chance de pouvoir faire un stage d'1 mois. On nous a donné notre attestation. C'était tellement difficile. Mais alhamdoulilah. Initiatrice du projet et directrice du centre de formation de Dagana, Matidien se dit satisfaite du déroulement de la formation et donne des assurances par rapport au suivi de ces jeunes. Mamadou Diagne, Dagana, Radio Futur Média. Réaction des autorités municipales de Kaffrine après la sortie des étudiants de la commune sur leurs subventions. Selon le chef de cabinet du maire, les engagements ont déjà été signés depuis le 13 février dernier. Voici Kumbando Fendjouf au micro d'Omar Ndiaye. L'enseignement supérieur n'est pas une compétence de la mairie. La mairie gère l'enseignement élémentaire et le préscolaire. La mairie, chaque année, les octroie des subventions dans le cadre de la subvention des ASC. Alors, on les considère comme une association et c'est en ce sens que la mairie octroie des subventions aux étudiants de Dakar, Saint-Louis, Ziguinchor et Bambey. Et depuis très longtemps, les démarches ont été faites par les responsables de la mairie et que les engagements ont été signés par le maire bien avant la sortie de ces étudiants. Et pour préciser exactement, le 13 février que le maire a signé les engagements. Maintenant, la mairie n'a pas de caisse. L'unicité des caisses fait que c'est le trésor public qui garde les fonds de la commune. Donc, c'est à eux de voir par rapport à l'urgence comment exécuter les dépenses. Campagne de commercialisation de l'anacarde à moins d'1 mois du démarrage. Le ministre du Commerce exhorte les producteurs à s'activer dans la transformation. À Somme, Aminata Diatta pense mettre en place un système de récépissé pour une meilleure conservation et une commercialisation efficace du produit. Elle présidait un comité régional de développement spécial à Sédhiou. La voici avec Max Ocli de Confani. Il sera très difficile de prendre tout de suite la décision de fixer un prix plancher, puisque fixer un prix plancher pour la filière anacarde est un couteau à double tranchant. Il peut conduire à la désertion des acquéreurs de la filière qui pourraient se tourner exclusivement vers les autres pays, mais aussi il pourrait avoir un impact négatif sur la transformation puisque le prix pourrait être élevé, très élevé pour les unités de transformation. Donc nous pensons que dans un premier temps, il serait indiqué de laisser la liberté du marché s'appliquer sur ce qui est du prix. Il est extrêmement important que la valorisation
valorisation soit beaucoup plus intensifiée puisque la région de Sédhiou ne pourra véritablement tirer profit de la filière que s'il y a une transformation. Il en va de même pour les autres régions productrices. Mais comme Sédhiou produit environ 33% de l'anacarde, il serait important que nous puissions mettre l'accent sur la valorisation. Je me réjouis d'ailleurs de constater qu'il y a 7 unités de transformation qui ont pu transformer une certaine quantité de noix et nous les encourageons à persévérer et nous prendrons Inch'Allah les dispositions idoines pour les aider à s'approvisionner pour faire en sorte que les unités puissent fonctionner. Pour ce qui est de la conservation avec le système de récépissé d'entrepôt, nous trouverons donc des solutions et le système de récépissé d'entrepôt va permettre aux producteurs de pouvoir conserver son produit et de bénéficier d'un crédit tout en attendant de meilleurs moments pour la commercialisation de son produit afin de tirer davantage de ressources. RFM, l'actualité politique. Maître Malick Sall est désormais membre de l'Alliance pour la République. Le mouvement MTM du ministre de la Justice a été dissous dans l'APR. En attendant la visite du président Macky Sall, le nouvel apériste a réussi la médiation entre le maire de Ourossogui et une partie des jeunes de la commune à propos d'un site pour la construction d'une maison de justice. Matam Ali Bandelnyang. Après avoir fortement contribué à canaliser les frustrés de l'APR durant la dernière présidentielle, le MTM n'existe plus. Le garde des Sceaux et ministre de la Justice a dissous son mouvement pour rejoindre l'APR. À quelques jours de l'arrivée du président Macky Sall, Maître Malick Sall justifie sa démarche. Il se trouve que après sa victoire, le président de la République a estimé m'honorer du poste de ministre de la Justice garde des Sceaux. Vous savez, un porte de confiance. Ça signifie donc de travailler dans le contact quotidien avec le chef de l'État. J'avais dit, vous vous rappelez une fois que mon rôle était de servir de quart de ramassage de tout ce qui était au bord de la route des mécontents. Ce travail a été fait. Le président m'a demandé de venir également au niveau du parti. Et je lui ai dit que s'il ne me l'avait même pas demandé, j'allais le faire. Porteur de message du chef de l'État auprès de certains chefs religieux à Ogo et à Bouinadi, le ministre de la Justice a trouvé une issue heureuse au bras de fer qui a longtemps opposé les jeunes et le maire de Ourossogui. Je voyais mal un enfant de Ourossogui me refuser une demande légitime. Une fois que je leur ai expliqué les tenants et les aboutissants du dossier, ils ont immédiatement accepté de renoncer au veto qu'ils avaient manifesté contre effectivement la construction de cette maison de justice. À quelques jours de la visite du chef de l'État et de son gouvernement, le ministre de la Justice est désormais responsable de l'APR et est en train de mobiliser les populations pour un accueil populaire au président de la République. Matam, Ali Bandelnyang, RFM. Plusieurs blessés dans un accident qui a eu lieu cet après-midi à hauteur de Sintian dans le département de Matam. Un minicar qui tentait de suivre le cortège du ministre de la Justice est renversé suite à l'éclatement d'une roue. Les blessés ont été acheminés à l'hôpital de Ourossogui. Ils ont reçu la visite de Maître Malick Sall. 22h18. Bonsoir Seydou Nourouba. Bonsoir Modo Mardion. La page des sports, c'est d'abord le tournoi de qualification aux Jeux Olympiques, zone Afrique. Les délégations africaines commencent à rallier Dakar. C'est cela, le tournoi démarre jeudi prochain. Vous l'avez dit, elles sont 39 délégations africaines qui vont se disputer. 33 tickets et ont commencé à arriver à Dakar. Le comité d'organisation locale est fin prêt pour relever le défi. Suivons le compte-rendu de sa conférence de presse avec Youssou Bodian. Les premiers boxeurs sont arrivés à Dakar ce dimanche. Une grande vague est attendue ce lundi. À 3 jours du coup d'envoi du Tekio de boxe, le Sénégal est prêt, selon le président du comité local d'organisation, Ibrahim Ouad. Les questions de transport, faire habiter des athlètes à Saly, les faire compétir à Dakar Arena, avec toutes les exigences que demande la boxe en termes de pesée, de réveil. Du point de vue médical aussi, nous avons eu des conventions avec les structures sanitaires. Et c'était important pour nous de vivre ce moment, parce que l'ensemble des acteurs impliqués dans le comité d'organisation locale, tous ces acteurs ont pu voir de quoi on parle quand on parle d'événements olympiques. Pour donner un cachet populaire à l'événement, une stratégie de mobilisation a été mise en place selon le secrétaire général du Comité national olympique sénégalais, Seydina Diagne. Nous avons fait le tour de certaines écoles
avec qui nous avons en fait travaillé pour pouvoir les faire venir. Nous avons aussi parlé avec le mouvement navétane, avec le Conseil national donc de la jeunesse et surtout les maires des villes qui polarisent donc Dakar Arena. Nous avons décidé avec eux de dédier une journée à chaque maire pour que ce maire-là puisse en fait mobiliser donc les populations environnantes pour venir participer en fait à cela. Il y a un jour aussi qui a été dédié spécialement à Soham Wardini, donc au maire de Dakar, qui se chargera aussi, elle, avec ses équipes, de mobiliser en fait les gens pour les amener au niveau de Diamniadio. Plus de 200 boxeurs de 39 pays africains vont participer à ce tournoi de qualification olympique. Le Sénégal sera représenté par 7 boxeurs, dont une femme. Au final, 33 athlètes vont décrocher leur ticket pour représenter l'Afrique au tournoi de boxe des Jeux olympiques Tokyo 2020. Nous parlons football, Coupe arabe junior 2020, les Lionceaux des moins de 20 ans qui entrent en lice demain. Oui, c'est cela. Ils vont affronter les Émirats arabes unis à 18h à Riyad, en Arabie Saoudite. Les Lionceaux ont voyagé sans leur sélectionneur Youssouf Dabo, par ailleurs entraîneur de Tengue FC. Il explique les raisons de son absence à Youssouf Bodian. J'ai été en accord avec la DTN et le président de la fédération par rapport à ce tournoi parce que c'est un tournoi en tout cas qui nous permet de continuer à faire progresser l'équipe. C'est un groupe quasiment que je connais, c'est pas un nouveau groupe comme on l'avait eu auparavant. C'est pas ma première absence par rapport à cette sélection. J'ai été absent quand on était parti en Algérie jouer des matchs amicaux. Mais comme je l'ai dit, que ce soit en club ou en sélection, j'ai un staff assez compétent qui sait ce que j'attends, en tout cas de tout un chacun. Donc je ne me fais pas de soucis par rapport aux gens qui sont là-bas. Même en pleine compétition, il peut arriver que je sois suspendu. Donc c'est bien aussi que Issa puisse se retrouver dans la peau du numéro 1. Parce que pour moi, un staff, c'est pas juste le numéro 1, c'est un ensemble. Nul ne doit être indispensable. Par rapport à la situation du club et par rapport à la situation de la sélection, bien sûr qu'il faut savoir prioriser les choses. Et la priorité à l'heure actuelle, là, c'est mon club. Maintenant, demain, si c'est une compétition qui compte vraiment beaucoup pour la sélection, je serai présent avec la sélection. Ça, il n'y a pas de problème. Et voici, Amar, le calendrier des matchs de Lyon dans la poule D. Émirats arabes unis, Sénégal. C'est demain alors, 18 février à 18h. Sénégal-Soudan, 21 février à 14h45. Sénégal-Libye, 24 février à 15h30. Il faut rappeler que ce lundi, la Mauritanie a battu le Koweït sur le score de 2-0. CHAN 2020, Seydou Nourouba, les 16 nations connaissent leurs adversaires. Oui, puisque le tirage au sort a été effectué au Palais des Sports de Yaoundé, au Cameroun, où va se dérouler la compétition du 4 au 25 avril prochain. Dans le groupe A, il y a le Cameroun, le Mali, le Burkina Faso et le Zimbabwe. Dans le groupe B, la Libye, la RDC, le Congo et le Niger. Et dans le groupe C, il y a le Maroc, le Rwanda, l'Ouganda et le Togo. Et enfin, dans le groupe D, la Zambie, la Guinée, la Namibie et la Tanzanie. Le Sénégal n'y sera pas parce qu'éliminé par la Guinée. Le président de l'Olympique lyonnais a évoqué lors du collège des clubs de Ligue 1 l'idée d'attaquer en justice Beansport. Selon Jean-Michel Aulas, la chaîne qatarienne ne souhaite pas revoir à la hausse le contrat lui permettant de vendre les droits du championnat à l'étranger jusqu'en 2024. C'est la guerre commerciale. C'est cela. Merci beaucoup Seydou Nourouba. Omar Mou. Bienvenue. Du nouveau sur la disparition de Fatou Bintou Gueye, la fille de Mame Mactar Gueye. Joint par téléphone par IGFM, révèle que les enquêteurs ont envoyé sa fille chez le gynécologue. Porokhane, Dr Babacar Diop, reçu par Serigne Mountakha Mbacké, c'est le titre qui barre la une de Seneweb.com. Cette rencontre entre dans le cadre d'une tournée politique nationale initiée par le leader des forces démocratiques sénégalaises. Les détails de l'audience entre le khalife général des Mourides et Sokhna Aïda Diallo, veuve de Cheikh Béthio Thioune, à retrouver sur le site du groupe Futur Média. Beurtset.com fait savoir que le khalife général des Mourides conseille à Sokhna Aïda de s'inspirer de Sokhna Mame Diarra Bousso. Après Abdou Mbow et Mame Boye Diao, le prêcheur Oustaz Aliou Sall est contre la proposition visant à tailler à la capitale sénégalaise un statut spécial avec à la clé la nomination du maire. Information de Sénégal7.com. Sur leral.net, le maître coranique indexé suite à la mort d'un talibé de 13 ans à Louga.
Sur Dakaractu, on peut lire « Le corps sans vie de Ndeye Sissoko retrouvé pendu à un arbre à Ziguinchor. Les raisons de la pendaison restent inconnues. La brigade de gendarmerie d'Ourossogui a saisi 9 kg de chanvre indien enterrés dans une maison à Bokidiawé, une commune du département de Matam. Actualité hors de nos frontières au Niger, 20 morts dans une bousculade devant un centre de distribution à Difa. En Syrie, 900 000 déplacés à cause des violences dans le nord-ouest du pays. Le coronavirus a atteint le stade épidémique au Japon. Information à retrouver sur RFI.fr. Sport basketball, Mathilde Diop, la basketteuse internationale sénégalaise, rêve de soulever le trophée continental avec le Sénégal. Elle l'a fait savoir dans un entretien accordé à IGFM.sn. Football, le même site informe qu'Iker Casillas, l'ancien gardien du Real Madrid, est officiellement candidat à la présidence de la Fédération espagnole de football. Victime de cris racistes ce dimanche lors de la victoire du FC Porto sur la pelouse de Victoria Guimaraes 2-1, l'international malien de 28 ans Moussa Marega dit vivre une grosse humiliation. L'attaquant était l'invité de Christophe Digari sur le site rmc.fr. Tous présents en huitième de finale de la Ligue des Champions, Kalidou Koulibaly de Naples, Sergio Ramos du Real Madrid, Thiago Silva du Paris Saint-Germain et Virgil van Dijk de Liverpool, étant tous des modèles à leur poste de défenseur central, l'équipe.fr se pose donc la question de savoir qui est le meilleur défenseur. Tour du web, c'est fini. Merci à vous. Merci Oumar Mo. En classe, El Hadji Ndiogoudjen. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un zoom sur les psychologues conseillers. Les psychologues conseillers sont chargés de l'encadrement psychologique des élèves, mais aussi de les soutenir dans leurs orientations scolaires. Mais le constat est que la plupart des établissements n'ont pas de psychologues conseillers ni d'assistants sociaux, ce qui favorise certaines déviances notées dans les écoles, suivant le reportage d'Abdourahmane Diallo à Mbour. Plusieurs lycées et collèges du département de Mbour n'ont pas de psychologues conseillers, encore moins des assistants sociaux. Djouma Kordiop, proviseur du lycée de Sali. Bon, c'est pas nous qui affectons le personnel. Nous pouvons en exprimer simplement la demande, mais ça, c'est vraiment au niveau de l'autorité de nous pourvoir en personnel. N'empêche, dans cet établissement, les responsables ont mis sur pied un comité pour contrer certains comportements dans le lycée. Ce sont des surveillants qui sont expérimentés, des professeurs expérimentés, l'administration, c'est-à-dire censés proviseurs, et qui essayons de mettre un dispositif de veille pour qu'à chaque fois qu'il y a des prémices de violence, qu'on sache les endiguer à temps. Mais qu'en plus, à l'occasion des cérémonies, comme par exemple lever des couleurs et autres, on parle de certains comportements dans le sens de sensibiliser les élèves. Élèves, responsables et professeurs, tous dénoncent les violences en milieu scolaire. Les psychologues conseillers peuvent permettre de prévenir les violences en milieu scolaire. C'est la conviction de Mme Camara Neybersikana. Elle est psychologue conseillère au KOSP, le centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Pikine. De temps en temps aussi, il nous arrive qu'on nous envoie ou bien qu'on nous réfère des élèves en situation de difficulté au niveau des établissements. Donc nous-mêmes, au niveau de Pikine Guédiawaye, nous avons initié ce qu'on appelle des observatoires à la vulnérabilité de la déperdition scolaire de l'élève. En ce moment, nous avons installé ces observatoires-là dans quelques établissements de l'élémentaire au niveau de l'académie et nous comptons vraiment agrandir ce champ-là et installer ces observatoires au niveau du moyen et du secondaire. Parce qu'à travers ces OVDS, il y a plusieurs acteurs qui interviennent, les psychologues conseillers, les assistants sociaux, le personnel de santé, les enseignants qui sont dans l'établissement, l'élève aussi, parce que les élèves aussi sont représentés dans ces observatoires-là, et aussi toute personne ressource qui est dans la communauté et qui peut aider peut-être à mieux aider l'élève qui est en situation de déperdition scolaire. Parce que la déperdition scolaire aussi peut être source de violence. Et puis, dans la rubrique découverte, nous vous présentons le CM Khar Ndofène Diouf de Fatick. Ce collège est aujourd'hui confronté à beaucoup de difficultés, nous dit Aminata Goudiaby. Le collège d'enseignement moyen Khar Ndofène Diouf se situe précisément au quartier Darussalam de Fatick. L'école construite il y a maintenant plus d'une quarantaine d'années est aujourd'hui vétuste. Presque toutes les salles de classe menacent ruine, ce qui désormais met élèves et professeurs dans une insécurité totale. Nous avons des locaux qui ont abrité le site
du lycée Koumondo Fendjouf et qui n'ont jamais bénéficié d'un cours de réhabilitation. Et les planchers des salles de classe sont très crevassés et ça pose des problèmes de commodité mais aussi des problèmes de sécurité. Les plafonds sont tous presque affaissés, troués. Par endroits, des plafonds peuvent s'affaisser. Il n'y a pratiquement plus de fenêtres et de vitres dans les salles de classe, sans compter également l'absence de portes. L'autre danger auquel les usagers de l'établissement scolaire sont confrontés, un réseau électrique défectueux. Il y a régulièrement des courts-circuits. Il y a eu des interventions de différents techniciens qui ont complètement désorganisé le circuit électrique, au point que des fois nous pouvons rester 2 jours sans électricité. Les courts-circuits sont fréquents. Une réhabilitation s'impose. Au cas contraire, le pire pourrait se produire. Et pourtant, le collège d'enseignement moyen Kharno Fendjouf fait partie des écoles d'excellence de l'académie de Fatick. Au-delà du cri de cœur, nous lançons un appel pour que tout le monde vienne au secours du CM Kharno Fendjouf. Un CM qui a vu cette année même le meilleur élève des classes de 3e sortir de notre établissement, en l'occurrence une élève qui a été classée première au lycée d'excellence de Diourbel. Ce collège d'enseignement moyen compte 21 groupes pédagogiques avec une quarantaine de professeurs et cette année, l'effectif des élèves est estimé à plus de 1200. Merci à Aminata Goudjabi et Abdurrahman Diallo. Ainsi se referme en classe. Rendez-vous la semaine prochaine. Bonne santé, Salimata Ao. Bienvenue. L'épilepsie, une maladie neurologique pédiatrique au Sénégal, plus de 300 000 cas sont notés. Les tout petits, les plus touchés. Professeur Moustapha Ndiaye, neuropédiatre à l'hôpital Fann. L'épilepsie est une interpellation au quotidien parce que c'est la première pathologie neurologique de l'enfant. Actuellement au Sénégal, les épilepsies sont estimées à environ 300 000 et une grande majorité d'enfants. L'épilepsie, c'est un dérèglement du cerveau qui se traduit par des crises épileptiques, dont certaines sont connues, c'est les convulsions, mais il y a d'autres beaucoup plus subtiles que celle peut-être le professionnel peut diagnostiquer. La crise, elle n'est pas mortelle. Ce qui potentiellement expose l'enfant, c'est une crise prolongée, ce qu'on appelle en termes techniques l'état de mal. Des anomalies pendant la grossesse, des mariages consanguins ou même des séquelles d'une souffrance à la naissance peuvent être des facteurs favorisants. Chez nous, les anomalies de la grossesse et de l'accouchement, les infections du cerveau, les traumatismes, en plus des mariages consanguins, sont des facteurs importants dans la survenue de ces maladies. Chez nous, près de la moitié des femmes accouchent dans des conditions extrêmement difficiles, ce qui expose les enfants à des traumatismes lors de la naissance, avec des conséquences qu'on peut imaginer, comme entre autres l'épilepsie. Vous connaissez les méningites, vous connaissez les neuroparalyses, c'est des atteintes du cerveau. Les enfants qui s'en sortent peuvent survivre malheureusement avec des séquelles lourdes en termes d'épilepsie. L'épilepsie peut avoir aussi un impact sur le vécu de l'enfant. Il est moins concentré sur ses études. Les enfants épileptiques sont souvent sujets à des troubles cognitifs et donc à des difficultés d'apprentissage. Et qui dit difficulté d'apprentissage dit risque potentiel d'échec, ce qui est inacceptable. L'autre problème, c'est les troubles du comportement. Les enfants épileptiques peuvent développer des troubles du comportement qui peuvent être plus ou moins subtils, mais suffisamment importants pour perturber l'insertion sociale, l'insertion familiale, l'insertion socio-professionnelle future. C'est pourquoi, au-delà des crises, ce qui nous paraît le plus important, c'est, comme je l'ai dit tantôt, le retentissement que cette maladie peut avoir dans la vie de tous les jours. Le traitement existe, l'épilepsie peut guérir, précise le professeur Moustapha Ndiaye. Parce que nous avons la chance d'avoir les médicaments dits essentiels qui permettent de gérer l'épilepsie et d'arriver à des taux de guérison ou de stabilisation qui tournent autour de 80%. La seule thérapeutique qui n'existe pas actuellement à Dakar, c'est la chirurgie de l'épilepsie. Le diagnostic est réalisé après un bilan approfondi par le neuropédiatre. C'était tout pour Bonne Santé Bébé. Rendez-vous lundi prochain pour un autre numéro. 22h39, l'invité de RFM Soir, Maître Atab Goudjabi, secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de la justice. Il répond aux questions de Pape Bess Dibar. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de rester en notre compagnie. Notre invité, Atab Goudjabi. Monsieur Goudjabi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Pape Dibar. Vous êtes le nouveau secrétaire général de l'Union nationale des travailleurs de la justice. Oui, affirmatif, c'est Pape Dibar. Je suis le nouveau secrétaire général élu lors de l'Assemblée générale constitutive de l'Union nationale des travailleurs de la justice. Un syndicat de plus? Oui, un syndicat de plus si vous voulez, mais c'est pour respecter la diversité et le pluralisme syndical. Oui. Qu'est-ce qui vous oppose réellement au SYTJUST?
Ce qui nous oppose réellement au SYTJUST, Pablès Diba, je l'ai dit tantôt, que c'est une absence totale de démocratie, une absence totale de reddition de comptes. Et ces points notés dans toute organisation conduisent inéluctablement à une scission. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé au SYTJUST. Le SYTJUST avait, lors de son congrès de 2014, mis en place un BEN qui avait un mandat de 3 ans renouvelable. Ce mandat était arrivé à expiration alors le mois de mars 2017. De 2017 jusqu'à 2018, le BEN sortant n'avait pas voulu vraiment organiser le congrès, disant qu'il a son autre agenda, qui ne dépend pas vraiment de l'instance suprême qu'est le congrès qui nous a donné le mandat. Il a fallu vraiment des membres qui sont vraiment à cheval avec les principes démocratiques, qui ont eu à signer des pétitions pour les pousser à l'organisation d'un congrès, en les menaçant même d'aller à un congrès extraordinaire, pour qu'ils reviennent à la région et acceptent d'aller vers un congrès. On a procédé au renouvellement des instances locales. Ils ont compris que toutes les cellules locales étaient dirigées par des gens qui voulaient coûte que coûte l'organisation, le respect du mandat. Ils sont partis au congrès. Alors, au congrès, ils n'ont pas respecté ce que le congrès dit, que seuls les délégués désignés par les cellules de base avaient droit de vote. Eux, ils ont dit, étant entendu qu'ils ont compris que la base ne leur sont pas favorables, ils ont fait venir des invités de partout, des gens qui ne sont même pas des travailleurs de la justice et qui ont procédé au vote. Nous avions dit non à l'époque. Ça ne peut pas se passer comme ça. Mais ils ont fait un forcing. Avec l'intervention des ADG, les gens se sont retirés et dit que ça ne peut pas se passer ainsi. Après, nous avons voulu, après le congrès, les poursuivre même pour annuler ce congrès. Mais par la suite, aussi, il y a eu la médiation de nos SAS, de nos ADG. Et nous avons pensé qu'ils allaient vraiment se ressaisir pour rectifier. Mais ils n'ont que donné. Ils ont continué vraiment dans leur obstination à faire fi de ce que dit la base. C'est ce que, par exemple, la base a compris, a dit que ces gens-là, ils ne peuvent pas continuer à nous diriger comme ça. De façon, comme vraiment, ce sont des dictateurs devant vraiment des gens qui ne peuvent pas avoir l'esprit critique. La base a décidé de créer un nouveau syndicat. Et les listes défavorables à ce nouveau syndicat sont parties de la base vers le sommet. C'est de là maintenant ce qui a abouti vraiment à l'Assemblée générale constitutive du 15 passé, où vraiment les camarades à l'unanimité m'ont porté à la tête de ce nouveau syndicat appelé Union nationale des travailleurs de la justice. Voici de façon ramassée et les péripéties qui nous ont vraiment amenés vers cette scission qui est toute compte faite douloureuse. Mais voilà, on a décidé de prendre notre destin en main. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas vous opposer l'argument selon lequel vous êtes de mauvais perdants? De mauvais perdants, non. Vous n'aviez pas participé au congrès? Le congrès, Pablès Diba, avez-vous une fois vu un congrès où il n'y a pas un collège électoral? Aujourd'hui, on dit par exemple, on organise l'élection présidentielle au Sénégal, alors il n'y aura pas un fichier, n'importe qui a le droit de voter. Vous rendrez crédible ce scrutin? Je ne le pense pas, moi, à mon avis. Et c'est ce qui s'est passé avec ce bureau-là. Oui, il ne peut pas vous dire aujourd'hui où est le collège électoral qui a procédé à l'élection de ce BEN. Oui, on avait dit aussi que certains qui contestaient la réélection du secrétaire général actuel du SYTJUST n'avaient pas qualité à le faire. Ils n'avaient pas qualité de la faire. Le défaut de qualité, comment ils l'ont qualifié? Ils vous l'ont dit? Le défaut de qualité, ça ne se proclame pas comme ça. Il faut au moins qu'ils vous décortiquent qu'est-ce qu'ils entendent par défaut de qualité. Jusqu'à présent, c'est comme ça qu'ils clament le défaut de qualité, mais en réalité, vous ne les entendrez pas pour vous dire clairement qu'est-ce qu'ils entendent par défaut de qualité d'agir pour contester cette élection. Que peut faire votre syndicat que n'est déjà réussi ou fait le SYTJUST? Bon, que n'est fait le justice ou fait, l'avenir nous édifiera. Hein. Pour le moment, nous ne pouvons pas dire qu'est-ce que le justice a fait, qu'est-ce que l'UNTJ fera faire. Laissons l'avenir, on verra ce que l'UNTJ fera dans l'échiquier syndical au niveau de la justice. Vous avez appartenu au SYTJUST. Vous pouvez évaluer ce que le SYTJUST a déjà réalisé ou réussi. Est-ce que votre syndicat pourra faire mieux que le SYTJUST? Pourra faire mieux, vous avez employé donc un temps futur. Laissons le futur ce que fera le futur. Mais pour le moment, tout ce que je puisse vous dire, c'est que je vous ai dit tantôt que dans toute organisation, s'il y a absence totale de démocratie, s'il y a absence totale de reddition de comptes de l'instance dirigeante par rapport à ce qui a été assigné comme mission, il y a de fortes probabilités qu'il y ait scission. Et c'est ce qui est arrivé malheureusement
au SYNJUS. Le syndicalisme aussi, c'est un rapport de force. Oui. Est-ce que, comparé au SYNJUS, vous avez assez de force à même de faire bouger les choses? J'ai dit, pour le moment, ce rapport de force-là, ou bien le poids de l'UNTJ ne peut pas se proclamer déjà à 3 jours de sa naissance. Peut-être que les gens ont senti notre force déjà dès la naissance, que cette question-là se pose. Mais attendons l'avenir, nous allons voir ce que l'avenir nous réservera. Paplès Diba. Spécifiquement, quel objectif votre syndicat poursuit? Quel objectif Quel objectif vous vous êtes fixé en créant ce syndicat? Je vous ai dit d'abord, quand il y a dans une organisation syndicale une absence totale de démocratie, une reddition de comptes, il y a de fortes probabilités qu'il y ait scission. Nous, d'abord, le premier objectif, c'est de restaurer les valeurs syndicales, surtout de la démocratie interne. Ça, c'est un premier point. Après, maintenant, viendront d'autres points, à savoir veiller à une gestion transparente et démocratique des greffes, exiger la publication au JO du nouveau décret portant droit de délivrance, exiger de meilleures conditions de travail dans des juridictions. Nous sommes dans des juridictions, nous ne sommes pas alors des syndicalistes qui sont, par exemple, détachés de la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Nous sommes sur le terrain. Chaque jour, nous tenons des audiences de 8h du matin jusqu'à 4h, voire 5h du matin. Donc, c'est avec des conditions très difficiles. Nous allons, avec le nouveau syndicat l'UNTJ, exiger de meilleures conditions de travail de tous les travailleurs de la justice. Pour ce qui concerne les citoyens, on a appris il y a quelques semaines que l'État avait décidé d'augmenter en catimini les frais de document de la justice, une manière de pouvoir satisfaire l'assiette du fonds commun des greffes. En catimini, non. Pas du tout, loin s'en faut. Comment en catimini? C'est un État responsable qui prend des actes en toute responsabilité. Donc, je ne pense pas que ça puisse vraiment un acte qui a été pris en catimini comme si vraiment il prenait un acte contraire à la loi. Non. Mais toujours est-il qu'il y a augmentation? Augmentation, non, pas du tout. Pas du tout. C'est des frais de justice qui ont toujours existé. Alors, qui ont été fixés par le pouvoir réglementaire. Donc, la justice a un coût, mais ce coût-là ne peut pas vraiment porter atteinte à l'accès à la justice. Ça existe dans toutes les juridictions et dans tous les pays du monde. Non. C'était une revendication. Les frais de justice ne vont pas à l'endroit des travailleurs, quand vous le résumez comme ça. C'est Paplès Diba. On sait que vous, greffier, vous aviez des revendications, régime indemnitaire, l'élargissement de l'assiette du fonds commun des greffes et l'octroi d'une assiette foncière aussi. Est-ce que ces revendications-là ont évolué? Ces revendications sont en l'état. Jusqu'à présent, rien n'a bougé pour le moment. Et que comptez-vous faire pour la satisfaction de ces revendications? Mais continuer la négociation avec l'autorité, bien entendu. Mais avec cette scission notée dans vos rangs, est-ce que cela va faciliter ou aller dans le sens de satisfaire vos doléances? Mais pourquoi pas? Mais la scission, elle ne sème pas les revendications, elles sont encore là. Les revendications sont là pour tous les travailleurs de la justice. Qu'il y ait émiettement ou pas, ce sont les mêmes revendications qui sont sur la table de négociation. Donc les revendications, on n'en a pas rajouté, elles sont toujours là, en l'état. Qu'il y ait 1000 syndicats qui viendront encore autour de la table de négociation, ces syndicats poseront les mêmes points de revendication qui sont restés à l'état depuis fort longtemps. Donc qu'il y ait émiettement, moi je ne vois pas alors que ça pourrait porter atteinte aux revendications. Non, loin s'en faut. Il n'y a pas de discordance de voix jusqu'à présent entre ce qui a été posé et ce qui sera posé et ce que nous avons donné comme orientation. C'est pourquoi je vous ai dit, laissons à l'avenir ce que fera l'avenir. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas présager ce que demain sera. Monsieur Atap Goudiaby, RFM vous remercie. Je vous remercie, Paplès Diba.